Bonjour à toutes et toutes. Pour cette nouvelle émission, nous accueillons Aysam, aka H underscore. Bonjour H. Hello. Tu étais programmeuse et actuellement tu es créatrice de contenu sur YouTube. Ouais. Et dans tes vidéos, tu allies l'analyse politique, historique et la pop culture à travers un regard féministe, anticapitaliste et postcolonial. Première question, qu'est-ce que la vulgarisation apporte aux luttes LGBTQIA+, selon toi? Et quelles sont ses limites? Je pense que sur les bons côtés et les apports, il y a un peu deux parties. D'abord, il y a un gros besoin de circulation des savoirs, parce que les savoirs trans, en fait, même tout simplement les savoirs féministes, ils sont durs à produire, il y a peu de financement à l'université, il y a des attaques partout, tout le temps, constamment, et c'est souvent par des personnes qui vont être très précarisées, voire qui auront subi des violences assez fortes. Il y a beaucoup d'inégalités qui se font dans ces milieux, et même intérieurement, ouais, il y a des grosses rigidités qui se font. Typiquement, en France, le milieu féministe a été très structuré par par une grosse querelle matérialiste versus queer. Il me semble qu'on en parlera un peu plus tard, qui s'est faite beaucoup entre femmes blanches. On a l'impression qu'il y avait que ces deux types de féminisme, alors que les féminismes noirs, les féminismes arabes, les féminismes intersectionnels étaient déjà présents à l'époque. Et voilà, ça a un peu étouffé beaucoup de circulation de ces savoirs-là. Beaucoup de ces savoirs, ils ont du mal à circuler, à être répétés. Ils se font parfois simplement sur Internet, à travers des blogs, à travers des échanges. Et du coup, c'est vraiment un truc important de quasi faire de la contrebande de savoir, quasi d'aller fouiller, d'aller choper un peu des trucs intéressants et de dire regardez, venez, on va introduire un peu, ces trucs-là qu'on n'utilise pas trop en France et qui sont quand même grave utiles. Et puis il y a aussi un côté reformulation. En plus, je fais du vidéo essai, donc j'essaie de lier des savoirs à des œuvres, à des trucs qui se passent dans l'actualité. Et donc du coup, il y a vraiment je recrée des savoirs. Je crée des savoirs en tant que meuf trans, je crée des savoirs aussi en tant que gosse d'immigrés et gosse d'immigrés arabes. C'est quelque chose dont je parle dont je parle un peu de façon explicite, typiquement dans la vidéo sur l'orientalisme. Et puis parfois ça passe de façon un peu plus implicite, un peu plus cachée, mais ça m'intéresse toujours d'avoir ce point. Le thème de la frontière, le thème de la liminalité, il m'intéresse beaucoup pour ça. La relation évidemment avec les représentations de l'Orient de façon générale et du monde arabe en particulier dans la culture hégémonique ici. C'est super important de créer nos savoirs parce que c'est un des thèmes qui est central dans le décolonialisme et dans les questions décoloniales, c'est que le savoir et du savoir de minorité va permettre de créer des communautés, va permettre de créer des institutions et va permettre de vivre tout simplement. Et d'ailleurs, inversement, pour le décolonialisme, littéralement, ils définissent la colonisation comme un épistémicide, comme l'imposition d'une épistémologie, donc d'un type de savoir par-dessus d'autres. Et c'est pour ça que pour moi, c'est super important que on fabrique nos savoirs, que je puisse filer un peu des trucs. C'est ce que j'essayais un peu, par exemple, de faire avec ma vidéo sur le jeu vidéo Transfemme, de filer des trucs que les gens peuvent se réapproprier, qui créent un petit peu du lien, et qui s'inscrivent dans déjà plein de circulations qui existent déjà. Donc voilà. Après, tu parlais des limites. YouTube, c'est un milieu qui est très inégal. J'ai commencé à en faire pendant le taf. C'était quasi impossible. Je sortais une vidéo tous les 6 mois, tous les 1 an, à peine. Et puis après, j'ai eu 2 ans de chômage. C'était 2 ans à pouvoir lire et faire des vidéos H24. 2 ans où j'ai eu plus de liberté de parole aussi parce que j'avais pas à me dire, putain, si je critique certaines organisations féministes un peu majoritaires dans le jeu vidéo, je vais plus jamais trouver de travail. C'est quand même pas tout le monde qui a l'accès à ça. Voilà, et typiquement, même au niveau des aides, genre on parle souvent des aides du CNC, mais il faut avoir 10 000 abonnés pour commencer à les toucher. 10 000 abonnés, il faut un gros travail avant en général pour le faire. Donc c'est un milieu qui est ultra difficile d'accès. Il y a aussi énormément de violence en interne. Voilà, j'essaye de penser intelligemment ma place, j'essaye d'être utile et de à la fois faire des trucs intéressants et en même temps de montrer que je fais circuler des trucs, et voilà. Mais ça reste pas un milieu idyllique. Ça, j'en doute pas trop. Et du coup, ça me marque le côté contrebande du savoir. Du coup, c'est des savoirs qui viennent des marginalités, si je comprends bien. Mm. Et en gros, l'idée, ce serait aussi de faire des ponts entre ces et finalement de créer limite du sursavoir, donc recréer une épistémée, mais qui regroupe toutes ces marges. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je veux dire. Non, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, c'est plus
Le but, c'est pas de recréer quelque chose de totalisant, mais c'est de créer effectivement de créer des liens, de créer des alliances, de créer de créer plus de créer des passages entre des savoirs et d'autres. On parlera un peu de la question de la visibilisation de l'identité et comment dire ça. C'est important quand je parle de problématiques trans de réfléchir à comment je fais pour montrer que à la fois c'est des trucs qui nous touchent particulièrement. C'est pas je vais aborder des questions comme l'État-nation, comme la chair, etc. Mais je vais les aborder d'un point de vue trans, et en même temps, c'est de montrer que ces expériences, elles circulent même au-delà de nous, même au-delà des personnes qui sont spécifiquement des gens qui transitionnent aujourd'hui dans l'Occident du 21e siècle, et de pouvoir laisser un petit peu circuler, ouais. Et comme on l'a vu, ton contenu est très engagé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu définirais ton orientation politique? Évidemment, tu n'es pas obligé de répondre entièrement. Est-ce que tu as des références historiques ou des événements, des figures ou même des expériences révolutionnaires qui t'inspirent? Globalement, niveau cadre, j'ai un cadre qui est de base matérialiste, donc pas forcément marxiste orthodoxe, mais en reprenant un peu cette méthode. Mais qui tend de plus en plus déjà à se centrer sur une critique de l'État-nation, à se centrer sur une critique de toutes les structures de pouvoir et de la façon dont elles reproduisent des ordres. Donc il y a quand même il y a un peu des grosses tendances anarchistes dans ce que je fais. Et puis, comme je le disais, je puise au fur et à mesure de ma trajectoire, je puise de plus en plus dans des critiques, dans de la critique décoloniale. Et du coup, voilà, d'un côté, j'ai un peu cet assemblage-là. De l'autre côté, en tant que militante, je milite à l'OST, qui est une organisation qui pratique le centralisme démocratique, une organisation qui réunit beaucoup de gens différents, mais qui a quand même des bases qui se rapprochent du marxisme. Et je pense pas techniquement qu'on puisse séparer pratique et théorie. Pour moi, les deux doivent s'influencer. C'est pas pour dire quand je fais de la théorie, je fais un truc, quand je fais de la pratique, je fais autre chose. Mais il y a un peu ce truc, je fais là où je vois de l'efficacité pratique autour de moi dans ce que je milite, et à côté il y a avoir une formation théorique qui est pas forcément orthodoxe, qui se résume pas à regarder uniquement ce qui est estampillé marxisme, etc. Pour moi c'est important, et voir à évoluer sur certains trucs, à faire évoluer ma pratique, à réfléchir même au-delà de mon orga, voir comment notre orga elle va interagir avec d'autres mouvements en France et à l'international, comment on construit nos alliances. Du coup voilà, c'est un peu flou ça en assemblage, mais j'espère aller vers un truc pour pouvoir te donner plus tard une réponse plus cohérente. Bah après, les assemblages, c'est porteur. Enfin, ça correspond un peu à ce que tu disais avant. Enfin, voilà, c'est aussi reconnaître sa place et que on tire un peu parti de tout ce qu'on peut trouver. Et ça peut mener aussi à de l'efficacité, quoi. Et c'est là qu'on va venir à la fameuse division théorique, du courant féministe, donc entre les matérialistes et le féminisme queer. Est-ce que toi, tu arriverais peut-être à résumer un peu cette tension-là et comment ça occulte en fait tout le reste du spectre féministe? D'un côté, on avait le féminisme queer, qui du coup voyait le genre comme un discours, et un discours qu'il fallait défaire. Alors un discours, c'est pas uniquement ce qu'on dit, mais c'est toute une série d'actes par lesquels on va se montrer comme femme, comme homme, entrer dans une relation qui va être l'hétérosexualité. Alors que de l'autre côté, pour le féminisme matérialiste, le genre c'est d'abord une réalité, le genre c'est d'abord l'oppression. Pour reprendre un peu ce que dit Delphi, il peut pas, enfin voilà, on n'a pas été inventé deux termes femme, homme, et puis ensuite on les a, qui existent que dans le discours, et on les a appliqués à la réalité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé les femmes et les hommes au fur et à mesure, et on a créé toute une série d'excuses pour ça, d'excuses naturelles. Les femmes sont différentes des hommes, elles doivent avoir tel ou tel rôle dans la reproduction, dans le travail domestique. Du coup, c'est beaucoup la distinction marxiste de base versus superstructure. Donc la base, c'est ce qui est concret, c'est l'oppression, et la superstructure, ça va être l'idéologie qui la justifie, mais qui est un truc secondaire. Ce qui va avoir des conséquences très concrètes, parce que en France, effectivement, le féminisme queer va beaucoup délaisser, en tout cas dans son côté, dans son côté un peu émergent, un peu mainstream, on va dire. La question des luttes sociales va assez peu en parler. On le voit notamment dans un épisode où Juliette de Rouard, qui était un théoricien queer, qui avait publié un article sur Mediapart pour argumenter qu'il fallait arrêter de dire femme et dire personne sexisée, et il y a eu une réponse un autre article qui s'appelait Nommer l'ennemi, réponse à Juliette Drouard, qui disait mais en fait
Nous, on est des femmes et on est des collectifs de femmes qui sommes opprimées dans l'espace domestique, mais aussi qui sommes opprimées parce que on fait du travail du care, du travail de femme de chambre, du travail reproductif, même qu'on est dans le salariat, en particulier quand on est des meufs pas blanches. Et du coup, c'est important de dire femme, de dire qu'on est des femmes et que c'est en tant que femme qu'on est opprimé, et en face que l'ennemi, de nommer l'ennemi, qui est donc l'homme en tant que classe sociale. C'est peut-être ce que j'ai oublié de dire au niveau du féminisme matérialiste. Il a quand même un avantage, c'est de dire, mais en fait, on peut pas oublier qu'il faut mettre au centre les luttes sociales. On peut parler d'idéologie, mais on peut pas oublier le concret. C'est, même si je le critiquerai un petit peu, ça reste un bon guide en termes d'action, quoi. Donc voilà, c'est ça. Il y avait, par contre, derrière, très sérieusement, dans le féminisme queer, il y avait un peu cet abandon des luttes sociales. Dans le queer, hérité de Butler notamment, il y a une dimension assez transmisogyne, qui a été souvent pointée. Bon, il y a beaucoup de célébrations de la subversion de genre individuel. Et donc, comme souvent, les femmes trans sont vues comme validant des normes de genre, et il y a des anecdotes assez lourdes sur Butler qui fait ces remarques-là à des meufs, alors que de l'autre côté, enfin souvent les gens qui vont se mettre en avant, ça va être des hommes trans ou alors des personnes transmasculines qui vont être toujours vues comme révolutionnant la masculinité, etc., etc. Preciado, par exemple, a énormément joué sur ça. Et en fait, on le voit beaucoup comme un prolongement d'un néo-masculinisme. D'un côté, les meufs ne font que reproduire les stéréotypes de genre, elles sont trop féminines, alors que de l'autre côté, les hommes, ils sont toujours à la pointe de la déconstruction, ils sont toujours à l'avant-garde. Donc il y a eu effectivement une querelle qui a été assez forte à l'université et dans les mouvements féministes entre féminisme matérialiste et féminisme queer. Cette opposition très marquée et très vindicative souvent, c'est quelque chose qui est assez français, c'est quelque chose qui est très très présent en 2020 quand moi, 2019-2020, quand moi je commence à vraiment énormément m'investir dans les mouvements et m'intéresser à la théorie. Donc vraiment, on s'envoyait un peu des noms d'oiseaux sur Twitter. Les queers ne faisaient même pas attention aux matérialistes. Les matérialistes assénaient leurs points encore et encore. Il y avait, comment dire ça, il y avait souvent aussi chez les matérialistes. J'étais plutôt du côté des matérialistes, mais je voyais déjà qu'il y avait aussi on basait souvent les critiques sur des compréhensions de Judith Butler du coup, qui étaient vraiment à côté de la plaque, qui disait bon bah Judith Butler, tout ce qu'elle dit, c'est que il faut plus de représentation des queers sur Netflix, et c'est ça la performativité. C'est pas exactement le souci. Alors que par exemple, la même année, aux États-Unis, il y avait un gros volume qui s'appelait Transgender Marxism, et dedans il y avait un article qui s'appelait littéralement La découverte scientifique de Judith Butler. Donc où il y avait des critiques évidemment du cadre de Butler, parce que c'est pas un cadre qui est marxiste, mais en tout cas les avancées circulaient, il y avait de l'intérêt des deux côtés, et il y avait beaucoup plus ces assemblages justement pour essayer de voir, de voir comment on pouvait tirer parti d'un côté ou de l'autre pour faire avancer les cadres. Donc voilà, il y a eu un peu ce matérialisme comme une défense des luttes sociales. Je pense que c'est bien de le faire évoluer, je pense que c'est bien de le faire discuter parce qu'il y a plein de trucs intéressants qui ont été développés dans le féminisme queer. This song's for the trans baddies worldwide. Yeah, I'm T for T. That beauty is so divine, know why? Yeah, I'm T for T. They ask me for my pronouns, oh my MB frequency. Too many questions. Can y'all just leave me be? My existence is not for your curiosity. My persistence is hot. I carry rocks on me. I spit the prophecy. I promise me I got a lot to be. Truth and honesty. No notion of this property. This song is a safe space. This song's gonna say gay. This song's gonna make waves. I maintain when I change names. This song is a gateway. Ocean flow like make waves. Trans people, we need a payday. My people, yeah, we need a mayday. Why are you so quick to judge us? Chosen family, got plenty of cousins. Stop asking trans people about transitioning. I need cisgender people just to shut up. Stop trying to act like you understand me. Gender knowledge coming out the Andes. Sweet energizing like coca candy. Waddy guddy, what me, yeah, I'm Ambi. This song's for the trans baddies worldwide. Yeah, I'm T for T. That beauty is so divine.
I know why. Yeah, I'm T for T. They ask me for my pronouns, oh my. MB frequency. Too many questions. Can y'all just leave me be? Two-spirit, that's for First Nations. See all the drip on my shirt's native. Wearing a dress and my skirt's sacred. My culture is hot, it's not worth hating. T for T love, that's my favorite kind of love and hate. Excuse me, hun, you making me start humming. T for T what? He's a baker, I'm a muffin. Any sweet stuff, any hated that's done with. I'm not a gender bender, I'm a transgender woman so strong, make you start sweating. You're offended cause my presence getting way more recognition using ancient methods. This song's for the trans baddie worldwide. Yeah, I'm T for T. That beauty is so divine, oh why? Yeah, I'm T for T. On se retrouve, on discutait de la division au sein du mouvement féministe, notamment entre les théories féministes matérialistes et féministes queer. Et en fait, il y a quelque chose qui, justement, dans la critique qu'on pourrait faire aux matérialistes, qui, je pense, enfin, j'aimerais bien avoir ton avis dessus, ce serait qu'en fait, malgré tout, les superstructures et les idéologies rétroagissent quand même sur l'infrastructure, permettent d'optimiser en fait l'exploitation, qu'elle soit capitaliste, patriarcale, coloniale, etc. Et que au-delà de le justifier, c'est en fait la culture est matérielle. Oui, je serais plutôt complètement d'accord. Genre, je pense qu'on ne peut pas forcément séparer les discours des faits. Quand on dit hommes et femmes sont différents, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on défend une opinion. On défend l'opinion, il faut une séparation homme-femme. Et c'est quelque chose qu'on voit quand on parle aux réactionnaires, c'est que ils croient pas forcément scientifiquement à la différence homme-femme. Tu peux leur donner des livres entiers, des bouquins entiers de preuves que les différences sont sur des spectres, ne sont pas construites, que c'est scientifiquement pas correct de les traiter comme ça et d'en déduire une organisation sociale. Ils vont pas l'écouter. Du coup, le truc, ce qu'ils disent, c'est pas scientifique. Ce dont ils parlent, c'est pas une fausse conscience ou un fantasme qu'il faudrait effacer. Ils parlent d'un projet politique. Et justement, le fait de dire les hommes et les femmes sont séparés et de les séparer, c'est deux choses qui vont main dans la main et qui vont ensemble. C'est toute la question de la matérialité du discours, la matérialité de l'idéologie, et c'est un peu tout ce qui est, tout ce qui a été déjà beaucoup abordé par Althusser et par un peu tout ce qui a, tous les gens qui se sont ensuite inspirés d'Althusser. Donc c'est ça, il faut pas non plus tomber, il y a toujours ce risque de l'autre côté de tomber un peu dans le tout est du discours, et du coup faut juste aller du côté du discours, parce que souvent le discours il fait que tu te retrouves, que des femmes se retrouvent à exercer des travaux où elles sont particulièrement exploitées, voire à des endroits où elles subissent des violences encore plus fortes. Donc voilà, c'est pas pour dire que tout est imaginaire, mais justement c'est un lien qu'il faut toujours garder en tête. Justement, tu parles d'oppression et de précarité. Les femmes trans racisées comme Marsha Johnson ou Sylvia Rivera, par exemple, aux États-Unis, ont été aux avant-gardes des luttes LGBTQIA+, mais justement, ce sont des personnes extrêmement précarisées. Comment est-ce qu'on s'assure que les luttes trans et féministes actuelles en France ne reproduisent pas d'autres oppressions? Par exemple, les questions de classe, de race ou de validisme. Ouais, c'est une super bonne question. Pour moi, en gros, un des outils qui reste toujours super utile, un outil de départ, ça va être l'intersectionnalité. Et il y a un peu, je trouve, une intersectionnalité faible et une intersectionnalité forte. L'intersectionnalité faible, c'est un peu ce qu'on voit beaucoup, un peu, je trouve, dans les discours, c'est de dire on se bat au nom des femmes et on inclut les femmes racisées, les femmes trans, etc., etc. Mais sans forcément aller se demander qu'est-ce qu'il faut changer en fait dans ce qu'on fait et dans nos actions pour non seulement les inclure, mais peut-être les mettre au centre. Et justement, pour moi, l'intersectionnalité qui est forte est celle qu'on trouve dans les textes de base du féminisme intersectionnel et que défendent les féministes intersectionnels qui sont bien formés et qui gardent la main là-dessus, c'est de dire en fait, il y a cette femme qui est au milieu de plein d'intersections, typiquement Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera, qui sont entre transmisogynie, racisme, misogynie tout simplement, plus tout en bas de l'échelle des classes, et elles sont exclues de façon systémique
de nos mouvements. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut faire évoluer? Bon, évidemment, c'est qu'il faut lier féminisme et lutte des classes, féminisme et antiracisme. Mais plus précisément, justement, dans cette histoire, elle est super intéressante. C'est que dans le mouvement post-Stonewall qui donne petit à petit la Pride, on va peu à peu rejeter ces figures-là, comme Marsha P. Johnson ou Sylvia Rivera, parce que c'est des féminités trans et noires qui sont directement associées au travail du sexe. Dans le New York des années 70-80, tu vois une femme trans, en plus pas blanche, les gens l'associent directement au travail du sexe, à une déshumanisation qui est assez forte, et il ne fallait pas qu'elle fasse tâche au milieu d'un mouvement gay qui voulait se normaliser, qui voulait juste dire nous on s'insère dans la société, nous on est des hommes normaux, parfois on revendique quand même un petit peu la sexualité et tout, mais qui va rester dans une masculinité qui est plus acceptable. Il y a Jules Gill Peterson qui revient beaucoup sur ça dans une courte histoire de la transmisogynie, je crois que c'est une brève histoire de la transmisogynie en français, dans un chapitre super intéressant. Le mouvement gay et LGBT va tenter de se nettoyer un petit peu pour pouvoir être plus facilement accepté, pour pouvoir gagner un petit peu plus de poids pour eux en disant bah voilà, on est des gens normaux, écoutez. Et du coup, va exclure à la fois les revendications et à la fois les personnes qui font un peu trop pauvres et putes. Et c'est comme ça qu'on en arrive là. Ça sera redoublé encore plus par la suite, notamment dans la vague homonationaliste qu'on voit à partir des années 2, enfin qu'on voit depuis longtemps, mais qui devient très forte à partir des années 2000 et des attentats du 11 septembre, de la guerre en Irak, tout ce que relate Jasbir Puar dans son livre. Et en fait, c'est super intéressant, elle montre une continuation de ce mouvement-là. Les homos, ils se montrent comme intégrés à la nation américaine. Nous, enfin voilà, on est dans la nation progressiste, on est contre les Arabes, mais justement, bah, du coup, ils vont se montrer parfaitement intégrés, parfaitement comme les autres. Ils vont même rejeter de plus en plus les questions de sexualité et les mettre de plus en plus au placard. Et du coup, il y a continuellement aussi une exclusion des personnes queer les plus marginalisées. Et en plus, une association avec l'envahisseur, parce que les Arabes et les terroristes particulièrement, et les islamistes, sont montrés comme déviants sexuellement. Il y a énormément de caricatures homophobes autour de Ben Laden. Et en fait, le livre donc, de Jasbir Puar montre même que dans les rapports de la CIA, etc., on fait un peu des hypothèses sur la sexualité de Ben Laden et le fait qu'il n'ait pas été élevé comme un homme respectable et que c'est pour ça qu'il est devenu un terroriste. Du coup, voilà, il y a vraiment ça qui se lie. Et du coup, c'est tout bête, mais en mettant au centre la question de pourquoi est-ce que le mouvement gay a décidé de mettre de côté les personnes transracisées, on voit qu'en fait, c'est pour des intérêts impérialistes, c'est pour des intérêts capitalistes, et c'est pour l'abandon aussi des luttes avec les travailleuses du sexe et des luttes antiracistes. Et du coup, bah, il faut remettre tout ça au centre, et remettre les personnes noires au centre, c'est remettre ça. C'est vrai que je l'ai un peu oublié. Et aussi un peu cette question, d'un côté, de Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera qui vont aller vers de l'auto-organisation, faire des trucs dans leur coin, bâtir justement Marsha P. Johnson, enfin voilà, avait lancé le Stars et avait cette maison qui était en autogestion et qui permettait d'accueillir des jeunes queers. Et bah, c'est aussi ça c'est aussi ce mode d'organisation là qui a été noyé par rapport au mouvement gay qui voulait dire non, on veut juste s'insérer gentiment dans la vie capitaliste et rien de plus. Du coup, sur la mise au centre des marges des mobilisations queer, féministes, etc., il y avait ce qui revenait un peu, c'est cette politique de la respectabilité parmi les hommes gays et blancs. Et en fait, ça mène un peu à l'autre question de la visibilisation, que ça peut pas toujours mener à quelque chose de radical ou de transgressif, ainsi de suite. Et du coup, je voulais savoir comment tu te positionnes en fait sur cette question-là de la visibilité. Bah, c'est clair que pendant tout un moment, et c'est encore un peu le cas quand moi j'ai commencé à faire mon coming out, etc., la visibilité et le coming out, c'était vu comme la libération. Le fait d'être libre en tant que queer, c'était de pouvoir avoir une vie normale en étant visiblement LGBT, enfin voilà, queer, homosexuel, trans.
Ce qui était déjà un peu une rhétorique qui était très bien adaptée potentiellement aux personnes homosexuelles, parce que oui voilà, c'est un peu plus simple quand on parle aux collègues, on va forcément à un moment dire qu'on a parlé du fait qu'on a un ou une partenaire, bon, c'est plus simple d'être out, que ça ne pose pas de problème et tout. En tant que personne trans, il y a des gens qui ont envie d'être visiblement, enfin, il y a des gens qui ont envie de sortir de la binarité, il y a des gens qui ont envie d'être visiblement trans, il y en a qui ont pas envie de l'être. Du coup, la question d'être toujours visible en tant que personne trans, d'avoir toujours une étiquette, est-ce que du coup ça veut dire que la libération serait toujours d'avoir une petite étiquette ou de coming out partout en tant que personne trans, alors que bon bah non, en fait on demande pas spécialement ça à des personnes cis, mais voilà. Et puis surtout, en fait, ça va être plus que quelque chose de très imaginaire, ça va être une pression assez violente pour certains et certaines, ça va être une mise en danger aussi, que ce soit en particulier en tant que personne trans, le fait d'être stealth, donc de ne pas être visible comme personne trans, c'est quand même une grosse protection dans une société qui est extrêmement transphobe. Si je dois passer ma vie à... Enfin, moi j'ai un peu ce luxe de pouvoir me dire, bah, je vais être visiblement trans, je vais pas forcément forcer sur la voix et le stealth et le fait d'effacer un peu toutes mes traces de quand j'étais un peu visiblement trans, parce que moi je peux. Mais en fait, pour beaucoup, ça veut dire bah, pas forcément trouver taf. Enfin voilà, se retrouver dans des situations d'ultra précarité qui te forcent un peu à faire du TDS quand t'as pas forcément envie d'en faire, et etc., etc. Et encore plus pour des questions familiales aussi, par exemple, ou bah, être potentiellement stealth en tant que, enfin voilà, vivre un peu une vie où tu as une visibilité qui est pas toujours, enfin, t'es visible à certains endroits, pas visible à d'autres. En fait, ça peut être un gros moyen de protection. Donc en fait, oui, c'est ça, la visibilité, c'est un peu une pression qui a pas vraiment de sens. Après, on a eu aussi un discours inverse qu'on a commencé à entendre dans le sens que bon bah voilà, il faut complètement la visibilité, c'était vraiment un truc libéral, il faut complètement l'abandonner, voire les queers doivent se faire discrets. C'est un discours qui s'applique et qui est dirigé évidemment particulièrement contre les personnes queer non blanches qui sont rapidement dépeintes comme traîtres parce que on met un peu du bordel, si on fait voir qu'il y a de l'homophobie, potentiellement de la transphobie, et bah dans les milieux non blancs, et bah ça va servir ça va forcément servir au discours impérialiste et c'est de notre faute. Du coup, il y a beaucoup de pression sur ça. C'est pour ça que je pense que il faut vraiment penser la visibilité pas comme un oui ou comme un non, et c'est ça le gros souci. Il faut le penser toujours comme une stratégie. En vrai, et c'est un des premiers trucs qu'on entend quand les gens parlent de visibilité après 10 ans de fais ton coming out, sois visible, et tout et tout. Les gens disent, mais en fait, j'en ai pas un de coming out à faire, j'en ai des milliers. Je croise des centaines de personnes par jour. Enfin voilà, j'interagis avec beaucoup de gens dans beaucoup de contextes. Est-ce qu'à chaque fois je dois faire un coming out? Est-ce qu'à chaque fois je dois parler de ça? Et en fait, non, c'est pas ce que je fais. Et au final, oui, voilà, je pense que beaucoup de problèmes sont résolus quand tu te dis, en fait, la visibilité, ça doit être traité comme une stratégie qu'on peut souvent mettre en place parce que, bah voilà, moi je l'ai dit, j'ai le luxe de faire ça. Ça explique pourquoi il y a certains sujets qui m'intéressent. Ça fait aussi bêtement des gens qui se reconnaissent et qui se disent, putain, il y a une meuf trans qui arrive à faire un peu des trucs sur YouTube et à être visible. Et bon, bah voilà, il y a des gens qui écoutent ce qu'elle dit et qui respectent sa parole sans juste dire c'est bon, ferme-la, sale travelot. Ça fait un peu du bien. Mais aussi, pour donner un contre-exemple, il y avait eu, il y a quelque temps, un événement féministe que je vais vraiment essayer de garder, enfin voilà, de ne pas identifier, qui avait été critiqué parce qu'il n'avait invité aucune femme trans qui se visibilise comme trans. Il y avait eu des critiques, et en fait, il avait été révélé, et c'était déjà assez nul que ça ait été révélé de base, que dans les participantes, il y avait une femme trans qui était stealth. La réponse, elle est en fait très simple. C'est d'une, qu'est-ce que je fais de cette information? Parce que on a besoin qu'il y ait des personnes transvisibles. Pourquoi est-ce que vous l'utilisez, elle? Est-ce qu'elle va moins être invitée parce qu'elle est trans, mais qu'elle sert moins à l'événement parce qu'elle est une trans stealth qui n'est pas utilisable comme un bon point, comme un token? Bah non, en fait, elle devrait être juste traitée comme comme une femme comme les autres, et du coup, et comme une participante comme les autres, et du coup, ça montre un peu que bah, même stealth, il y a certaines pressions, et il y a toujours une certaine, tu es toujours un peu sur un siège éjectable. Et puis de l'autre côté, bah oui, en fait, c'est la question de la visibilité comme une stratégie. C'est pas une question de qui est trans, qui n'est pas trans, mais c'est de pouvoir faire une place aux gens qui ont décidé de porter particulièrement ce discours-là.
et en même temps de respecter les autres choix. Et enfin, un dernier point sur ça, parce que c'est un peu la question que j'ai beaucoup, sur laquelle j'ai un peu beaucoup bossé. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que même dans la façon dont on reçoit nos discours aussi, la visibilité, ça va toujours être à double tranchant. Je le pense beaucoup aux œuvres qui sont identifiées comme trans. Pour prendre un exemple, il y avait un jeu qui s'appelait Céleste. Céleste, du coup, c'est l'histoire c'est un jeu vidéo qui est l'histoire d'une jeune femme qui est visiblement dans une phase de dépression et d'angoisse et qui va gravir une montagne et qui métaphoriquement va être gravir sa dépression. Et c'est un jeu qui a été très très apprécié. Et quelques mois après la sortie du jeu, on apprend que, enfin, la créatrice fait un post pour dire, en fait, pendant que je faisais ce jeu, j'ai réalisé que j'étais une meuf trans. Du coup, ça a été identifié comme un jeu trans, ce qui est vrai, parce que l'histoire se lie un peu ça. Mais d'un certain côté, ce qui était très visiblement trans dans l'œuvre, enfin pour des personnes cis, du coup, ce côté découverte de soi, etc., etc., ça a été, c'est ce qui a été lié à sa transidentité. Alors que d'un autre côté, par exemple, le jeu est un jeu de plateforme qui est extrêmement difficile. Et alors, il est jouable un peu par n'importe qui si vous voulez y tenter, mais en plus, il y a des niveaux supplémentaires bonus où c'est vraiment un challenge assez énorme. Et en fait, ça fait référence à toute une scène du jeu vidéo, comment dire ça, qui bidouille des jeux pour faire des modifications avec des niveaux extrêmement durs et qui se les échangent et qui s'échangent des petits tips, etc. et des records et des passages et tout et tout. Et comme c'est un petit recoin d'Internet, c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes queer et de personnes trans en particulier qui peuvent un peu survivre, qui trouvent un peu une maison là-dedans. Et en fait, ça pour moi, c'est un élément qui est extrêmement trans dans le jeu, mais à côté duquel les jeux passent. Et du coup, je pense que il y a un peu beaucoup, quand on s'intéresse à la culture trans, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une multiplication de stratégies pour faire passer des messages que mon jeu est trans, mon jeu va aborder des thématiques trans, que soit à travers des thèmes qu'on voit souvent. Quand je vois passer sur Internet des jeux qui parlent d'une histoire d'amour lesbienne entre deux cyborgs, je sais déjà si je regarde la créatrice, ce qui va, comment dire ça, qui l'a fait et tout, et je sais qu'elle va parler à travers ça d'expériences trans. Et en même temps, elle va pas dire, en gros, c'est un jeu trans et je suis une meuf trans, parce que ça va aussi beaucoup conditionner la réception de son jeu. Et du coup, voilà, je pense que c'est pareil, c'est un endroit où on peut voir ce truc que la visibilité, ça va toujours être des stratégies, ça va toujours être comment est-ce que mon truc va être perçu par les cis, et comment est-ce que je vais pouvoir négocier pour faire passer des messages, pour leur faire passer des messages à eux aussi, pour pas qu'ils se disent ah, ça c'est l'expérience d'une meuf trans, mais ah, ça c'est des trucs avec lesquels je relate et que je peux un peu m'approprier aussi et établir du dialogue, plus que d'être fétichisé comme oh waouh, c'est comme ça que vivent les meufs trans.
Moi, je voulais revenir un petit peu sur la transphobie, Mmh. justement dans les médias. On assiste, ces dernières années, particulièrement récemment, à une forte rhétorique anti-trans dans les médias traditionnels et de la part de certains politiques en France, mais aussi ailleurs. Comment toi, tu vois cette montée de la transphobie? Est-ce que pour toi, elle a un lien avec la fascisation des États impérialistes? Oui. Et j'ai, une petite question dans la question, mais est-ce qu'on peut parler alors, selon toi, d'une banalisation des violences, sexistes? Ouais, complètement. Bon, on a vu effectivement, cette montée, en flèche super rapide en plus, des discours transphobes, d'abord au Royaume-Uni, puis, et enfin non seulement de leur montée dans la société civile et à travers, et puis quand ça a été repris par J.K. Rowling, qui a été un peu instrumental là-dedans, puis très vite récupéré par les différents mouvements d'extrême droite, voire aux États-Unis, c'est aussi la droite, c'est aussi la gauche avec les gros guillemets, donc c'est l'enfer. Et puis ça essaye de prendre en France, ça a un petit peu moins pris pour l'instant, mais bon, on va pas déclarer victoire. On pourrait le voir déjà comme quelque chose d'opportuniste. La transphobie, ça a beaucoup parlé aux gens, et ça les a beaucoup fait pencher à droite, visiblement. En plus, ça reprend des discours sur il faut protéger les enfants contre cette nouvelle idéologie, etc. Ça avait très bien marché contre les homos, et visiblement, ça marche très bien. Après, c'est intéressant de poser aussi la question, mais est-ce que ces angoisses précisément, elles ont un rôle plus profond et un lien plus profond avec la fascisation des États? Et je pense que oui, complètement. La peur, la transphobie et la peur des personnes trans, elle va toujours être construite comme, en tout cas dans les discours récents, comme la peur d'un ennemi intérieur. Les femmes trans vont s'introduire dans les toilettes des femmes pour les agresser. C'est des personnes déviantes et donc, par essence, c'est des agresseuses. Et en fait, quand on commence à partir dans ces visions-là, non seulement c'est évidemment transphobe, et c'est évidemment des préjugés parce que quelqu'un a décidé de transitionner, ça devrait être forcément parce que c'est quelqu'un de déviant sexuellement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on retombe dans la vision dominante et qui est la vision patriarcale de ce qu'est le viol. Le viol, c'est une agression sur une femme qui est commise par un élément extérieur, par une menace qui est extérieure. Parce que dans la vision patriarcale, évidemment, il n'y a pas de viol entre nous, il n'y a pas de viol dans la famille, il n'y a pas de viol entre bons Français. C'est ce qu'on voit partout dans les discours du Rassemblement national sur c'est les étrangers, c'est les immigrés, c'est les OQTF qui commettent les agressions sexuelles. Ce qui est évidemment contredit par toutes les données et par toutes les études que les féministes ont fait depuis des années et des années sur le viol et sur le fait que les agressions sexuelles arrivent d'abord par des gens littéralement qu'on connaît, en particulier des proches, parce que des proches ont plus souvent des rapports de pouvoir directs sur nous. Donc voilà, c'est cette vision-là du viol comme le viol c'est commis par quelqu'un d'étranger, c'est une vision qui est antiféministe et patriarcale, qui se sert de la question du viol pour redélimiter les frontières de la nation, pour dire, eh ben, il faut avoir peur des étrangers, parce que les étrangers, c'est des violeurs. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes trans, les personnes déviantes de genre, entre guillemets, sont montrées comme traîtres au corps de la nation, comme l'étaient exactement les personnes homosexuelles il y a, enfin voilà, pendant toutes les deux grandes vagues d'homophobie, en fait, que ce soit dans les années 80-90, que ce soit encore une fois au moment du mariage pour tous. Mais justement, on voit qu'on est à un moment où les États ont besoin de nationalisme et ont besoin que les gens justement se conforment à leur rôle hétérosexuel et à leur rôle de genre, ne serait-ce qu'on le voit en intérieur en France très directement maintenant avec les discours sur sur le réarmement démographique, sur le fait qu'il faut faire des enfants pour faire remonter la population de la nation. Seule la reproduction hétérosexuelle peut nous donner ça, et du coup il faut des hommes et des femmes. C'est pas du tout un discours innocent, c'est un discours qui est de base essentiellement raciste, parce que en même temps que ce discours de réarmement démographique, on a toute une série de discours par les mêmes acteurs, par les mêmes centristes, par le même Macron, pour dire il faut absolument faire baisser l'immigration. Pourquoi est-ce qu'on veut de la population qui est née de bons Français, qui sont élevés dans la famille, et pas des populations immigrées? C'est parce qu'au centre de l'État-nation, il y a forcément l'idée de peuple, une idée du vrai peuple français qui est unie derrière des mythes originaires un peu communs, et qui est transmise par l'hérédicité. Et du coup, c'est ce qu'on voit littéralement dans ce truc de bah, il faut des enfants de nos familles et pas des enfants de l'étranger. Et du coup, enfin voilà, une question qui est essentiellement raciale, qui est essentiellement de la défense d'une certaine blanchité. Et bah du coup, c'est aussi pour ça qu'ils défendent des rôles de genre et des rôles de genre forts.
Ça sert aussi également, bah voilà, il faut une masculinité forte parce que on va envoyer des hommes à la guerre, parce qu'il y a une remontée des impérialismes un peu partout, en particulier aux États-Unis, et du coup, bah, il faut des hommes qui soient virils. Voilà, ça a très bien marché de passer 10 ans à dire qu'il faut des hommes virils qui jouent aux jeux vidéo et qui maintenant se sont engagés dans la milice de l'ICE aux États-Unis. Et aussi, bah, il faut des hommes qui vont travailler pour la nation, pour défendre la nation dans la concurrence internationale. Et du coup, bah voilà, qui vont justement mettre un peu de côté les conflits de classe et la lutte des classes. Donc c'est à la fois un outil pour, enfin voilà, pour imposer les guerres impérialistes, pour réduire les conflits de classe et pour imposer l'hétérosexualité, de maintenir les rôles de genre. C'est ce que font concrètement les mouvements fascistes quand ils se mettent à faire peur, enfin voilà, à faire monter des angoisses autour des personnes trans. Enfin voilà, on voit que le mot nationalisme, en fait, c'est négocier avec ça, c'est dire, bah voilà, on va avoir notre vie privée où on va avoir des relations homosexuelles, mais sur le reste, on adoptera les rôles de genre et on fera ce travail-là. Et en plus, on voit que c'est quelque chose qui est, enfin qu'en tout cas, la transphobie a effectivement été, et les peurs que l'accès des femmes trans à des droits à peu près normaux provoque, bah ça a été un outil super fort pour faire retomber des féministes vers une analyse complètement antiféministe du viol. Et bah, on le voit avec l'exemple de Stern et Moutot, qui de base sont deux personnalités qui étaient un peu dans les mouvements féministes, qui étaient un peu dans les trucs woke de base. Elles sont passées par la transphobie et enfin, faut se rappeler qu'à un moment, elles étaient juste transphobes, mais sur le reste féministes, entre guillemets bien sûr, en public en tout cas. Et puis un jour, quelle surprise, elles se sont mises à faire copain-copain avec Damien Rieu sur Twitter, comme si tout le monde savait pas que dans le dos, elles allaient forcément retomber vers le racisme. Parce que évidemment, quand tu te mets à te dire le viol, c'est commis par des individus dangereux parce qu'ils sont extérieurs à notre espèce de nous national, bah, tu vas retomber directement dans le racisme et dans c'est les étrangers qui violent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, comme tu avais déjà lancé pour la banalisation des violences sexistes, complètement, c'est ce qu'on voit directement. On voit des recrudescences d'agressions et on voit directement des recrudescences de meurtres à l'international. Il y a quelques jours, il y a une femme trans noire, Marlo Trotti, qui a été assassinée aux États-Unis. Il y a eu Juniper Blessing le mois dernier. Enfin, sur le territoire français, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, il y a eu Joëlla en début d'année. Et alors là, je cite trois noms de femmes. Les meurtres visent souvent des femmes. Un des trucs aussi de ces dernières années, c'est qu'on voit de plus en plus aussi de noms d'hommes trans, même s'ils ont toujours aussi été visés par ces violences-là. Ce qui montre que autant statistiquement, bah, il y a quand même une transmisogynie qui est extrêmement forte. C'est important de répéter aussi que la transphobie est en train de faire des ravages de partout. Et effectivement, c'est super important de faire le lien avec les discours politiques, de voir que les discours politiques qui sont normalisés, ils encouragent ça. Il y avait la notion que je trouve super utile de terrorisme stochastique qui a été montée dans les dernières années. C'est l'idée que on veut commettre des actes, on veut qu'il y ait des actes de terreur sur des personnes trans qui soient commises, mais on veut pas les commettre nous-mêmes en tant que politiques. Et du coup, eh ben, on va faire monter les haines. Et comme par magie, on va attendre que des personnes isolées nous écoutent et fassent ces meurtres-là. Et au final, on va dire non mais c'est horrible, nous on n'a jamais voulu ça. D'ailleurs, j'y repense très rapidement, il y a aussi eu le meurtre de Noam en Mm. début du mois, et bah, on va le rappeler, du coup c'est un jeune homme gay qui a été tué parce qu'il était efféminé, parce qu'il se maquillait, parce que du coup il était visible comme gay, mais ça va toujours être bah, ce fait de viser les personnes qui sont visiblement déviantes des normes de genre, et bah voilà, c'est pas exactement les mêmes questions, mais les mêmes discours vont encourager tout ça, c'est sur un continuum, quoi. Il existe des réseaux d'entraide qui sont concrets, qui sont informels entre les personnes trans. Et par exemple, pour obtenir des traitements hormonaux ou conseiller sur les médecins. Et la question que je me posais, c'est est-ce que tu penses que ces solidarités, elles peuvent être le point de départ de formes d'auto-organisation, de résistance, qui peuvent peser justement contre la transphobie? Oui, complètement. Je pense que c'est super important de penser par l'auto-organisation. En tant qu'organisation trans, évidemment, on se bat pour que les transitions soient accessibles, que les gens puissent aller voir des médecins et transitionner officiellement, que ce soit reconnu, que tout soit remboursé par l'État. Mais c'est aussi pas, pour moi, ça doit être un moyen
un moyen d'être un peu libéré du poids de l'État, de juste dire arrêtez de nous embêter, donnez-nous juste les moyens de transitionner dont on a besoin, donnez-les-nous gratuitement et c'est bon. Mais la vraie question au fond, c'est de lutter contre un pouvoir médical. Parce que voilà, pourquoi est-ce que les personnes trans s'échangent des noms de médecins, s'échangent parfois des conseils, voire parfois des moyens de transition. C'est parce qu'en fait, les transitions sont extrêmement gatekeep par l'institution médicale qui ne veut pas, où il y a des groupes de médecins tels que la FPAS, donc en l'enseignement SOFECT, qui disent globalement, ok, ça peut être ok que des gens transitionnent, mais surtout, il faut pas que ça choque la société, il faut pas que ça dérange les gens, il faut pas que les parents soient trop mal, etc. Donc si c'est trop difficile pour les parents, on va dire à l'enfant genre non. Et souvent c'est même pas genre oh t'inquiète, bientôt ça va arriver, c'est juste non, oublie ça. Et c'est des violences qui enferment enfin, dans leur genre de départ, enfin voilà, souvent il y a vraiment de la torture, enfin voilà, ce qu'on peut voir comme de la late entre guillemets torture. Enfin à une certaine époque, il fallait, tu étais censé selon les protocoles passer 2 ans à comment dire ça, à vivre entre guillemets dans ton genre d'arrivée avant de pouvoir avoir accès à des moyens de transition. Donc, bah voilà, tu étais une femme trans, tu devais vivre 2 années à être vue comme une personne, comme un travesti. Ce qui est beaucoup plus accessible pour des personnes qui ont de l'argent, pour des personnes qui ont déjà du statut, et où on va se dire, ah oui, d'accord, on va avoir plus tendance à les écouter, moins pour des ouvriers, moins pour des prolos. Et du coup, voilà, c'est pour s'auto-organiser contre ça. Et en fait, le but, c'est pas de finir par négocier avec ça un accord assez ok, c'est de dire, nous, en fait, on finit par réussir à tout reprendre, à tout regérer nous-mêmes, pour créer nous-mêmes, en fait, tous ces savoirs-là, tout ce qu'on reprendre les outils pour transitionner et s'organiser entre nous pour faire ça. Et c'est à ça que toute l'auto-organisation sert. Et ce qu'elle commence déjà à bien construire. Du coup, pour clôturer cette émission, je voulais savoir un petit peu, quel est le cliché sur les personnes trans dans les médias qui t'exaspère le plus et que tu aimerais vraiment voir disparaître? Oh là là, j'avais pensé à une réponse un peu. J'aurais dû penser à une réponse rigolote et rapide. J'ai pensé à une réponse j'ai beaucoup réfléchi et du coup, ouais, je vais parce que j'ai toujours peur de dire, enfin, de dire des trucs bêtes et ensuite d'être jugé pour ça. Bon, je vais faire ma réponse. J'aurais dû faire un truc un peu plus bête. En gros, on est passé un peu dans la représentation trans il y a une certaine époque où tout était de la souffrance trans. Toutes les histoires bon, il y avait les trucs, les films qui étaient ouvertement transphobes et juste c'était mais cette meuf elle est trans, c'est dégoûtant et tout. À la Ace Ventura par exemple. Et de l'autre côté, des trucs façon Danish Girl, où la femme trans souffrait énormément, puis elle était un petit peu libérée parce qu'elle transitionnait, mais quand même c'était vraiment très douloureux, et puis il y avait eu l'opération, et puis ça lui faisait très mal, et puis ça s'infectait, et puis elle finissait par mourir de façon triste, et elle ne pouvait pas vivre. Des gens ont dit non, c'est nul, et du coup les producteurs ont fait ah ouais, on va vous donner exactement l'inverse, on va aujourd'hui vous donner de la joie trans. Ce qui était mieux, ce qui était persos trans qui sont joyeux, qui sont accueillis par tout le monde et qui vivent leur vie joyeusement. Et souvent ça finit sur un truc un peu conservateur de ah bah maintenant il va au boulot et il est traité comme un garçon comme un autre. C'est souvent des garçons d'ailleurs, genre c'est souvent on a du mal à montrer enfin en tout cas les cis ont du mal à imaginer des meufs trans heureuses en plus. Mais bon, dans tous les cas, c'est un petit peu nul. Et c'est un peu ce truc de refuser forcément aux personnes trans de la profondeur. Soit d'un côté on est complètement dans la souffrance, soit d'un côté on est complètement dans la joie. Et c'est ça en fait qui nous enferme toujours dans des trucs super réducteurs et super la situation ne changera jamais pour nous. Et au contraire, je pense que c'est grave intéressant de penser des représentations trans qui sont cool en pensant toujours que il peut y avoir de la joie dans la souffrance, il peut y avoir de la souffrance dans
dans de la joie, que on atteint des moments de joie trans, mais en sachant souvent aussi, enfin, c'est pas métaphorique, genre je suis très heureuse d'être trans, et en même temps, bah, j'ai vécu des trucs durs, et j'ai des gens autour de moi qui ont vécu des trucs durs, et tout et tout, et je peux pas séparer complètement l'un de l'autre. Et même aussi quand je souffre et quand je suis très triste, et quand je suis sur un lit à moitié drogué de médicaments, à essayer de me réveiller et de tenir debout après une grosse OP, il y a des bouts de joie et tout et tout. Et c'est un peu ça aussi qui fait que, au lieu de rester dans ce truc où on est un peu enfermé dans le présent, où soit le présent c'est la souffrance ultime et on n'en sortira jamais, soit le présent c'est la joie absolue. Et du coup, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de lutte à avoir parce que c'est bon, la transphobie a été vaincue dans notre monde. C'est toujours de dire, en fait, il y a le contraire qui travaille et on a besoin de. Et même si on est joyeux, eh ben, il y a besoin de continuer à faire des trucs. Et même si on souffre, eh ben, il y a toujours un potentiel de revenir vers de la joie. Et il y a plein de bonnes représentations trans enfin, il y a plein de bons récits trans qui parlent de ça. Et c'est un peu plus ça que je veux voir dans les clichés sur les personnes trans. En vérité, la question est compliquée parce que finalement, j'aime bien les clichés sur les personnes trans. Enfin, je sais pas comment dire ça. Il y a un côté nul, et au bout d'un moment, tu vois aussi un petit peu le côté queer et le côté too much, et tu finis par aimer le côté camp des clichés. C'est ça que je cherchais. C'est un peu nanar Le, aussi, peut-être. ouais. Ah ben, merci beaucoup pour ta réponse et pour cette interview aussi qui était vraiment très intéressante. Bah, merci beaucoup à vous pour l'invitation et pour toute la préparation et les questions. C'était très cool. I've been getting way too much comments from boys who think they can teach me music because my voice sounds weird and they're complaining, so I thought I would address this. That boy said my voice gon' make him commit suicide. I don't really care, and for your GF I provide. I can make her sing, make her pitch going so high. You're goddamn queen when I get head, such a heavy crown. Hating my vocals? Why the fuck you whine? You've been looking for my balls cause you know that I'm so fine, but you won't ever admit it. Scream that I should die. I'm incarnating everything that you'd love to be right. A girl who kiss other girls and I got a dick. Boobs on my chest and I treat you like a prick. I don't shut the fuck up like all of the other chicks that you like. Standing here with pride to be a tranny fucking dyke. Riding on your bitch like she be my fucking bike. Making money out of all the songs you dislike. Saving queer kids and inspiring your wives to say fuck you, I'm out. We do not need no more guys. Now we do not need the guys. Really, especially the cis ones, but maybe I shouldn't say that. Maybe that's not something that you're ready to hear. I think I still have a little more things to say to the boys club right there, so let me continue. PD all day, doing nothing but complain. So lame, all those artists sound the same. Oh man, if I did it, I would deserve fame. No way, you a rapper? Let me explain. Wow, that's so cool, can I suck on your crutch? Say that shit cringe, and you probably get to fuck her. Never drop a shit and you call yourself hit maker. I can see you mad through the hit marker. Those bitch on you put the leech if you been a bad boy, you a pest, so I treat you like a rat. Numbers what you want, so let me give a little fact to your bros. 100% all my girls want me to cut your throat. Stomp on that neck that he wanted me to take. You been acting like a tech, motherfucker, like you next. Call it drinking how you lie, you ain't tricking on our eyes. Say a fuck you, I'm out, we do not need no more guys. I don't wanna end like this. I want to go back to the roots of the matter real quick, just before we end it all. Okay. You
the fuck up about my voice. Si vous vous baladez à Greenwich Village dans les années 60, à New York, vous pouvez pas la rater. Elle porte de grandes robes chatoyantes, des perruques monumentales ornées de fleurs fraîches, des bijoux. Elle rit fort. Elle distribue des vœux de bonheur aux passants et aux passantes alors que souvent elle n'a même pas de quoi manger. Aujourd'hui, nous dressons le portrait d'une reine, d'une révolutionnaire, la mère de la libération West Village. Son nom, Marsha P. Johnson. Et quand on lui demande ce que signifie ce P dans son prénom, elle répond avec un sourire « Pay it not mine ». Ne t'en préoccupe pas. Pour comprendre Marsha, il faut plonger dans la nuit du 28 juin 1969. À cette époque, être trans, être homosexuel, être non-binaire à New York est considéré comme un crime. Les descentes de police sont quotidiennes, elles sont violentes, elles sont humiliantes. Et il faut savoir qu'à cette époque, à New York, une loi absurde oblige chacun et chacune à porter au moins 3 vêtements dit correspondant à son sexe, sous peine d'arrestation. En plus, en 1969, l'Amérique est en ébullition. Les Black Panthers luttent contre le racisme, les féministes sont dans la rue. La jeunesse refuse la guerre au Vietnam. Ce 28 juin, c'est le bar Stonewall Inn que la police prend pour cible et brutalise. Des personnes trans sont enfermées dans les toilettes pour vérifier leur genre. Des personnes sont arrêtées. Pour la communauté de Christopher Street, la coupe est pleine, c'est la descente de trop. Alors quand une militante menottée hurle à la foule « Pourquoi vous ne faites rien ?», l'étincelle prend, la riposte commence et la honte change de camp. La légende raconte que Marsha, alors âgée de 23 ans, a jeté la première pierre, ou plutôt le premier verre, contre les forces de l'ordre. Mais qu'importe la précision historique. Marsha est en première ligne des émeutes de Stonewall. Pendant 6 jours de révolte, elle incarne la résistance face à l'oppression de l'État. Ce moment marque la naissance du mouvement moderne pour les droits LGBTQIA+. L'histoire officielle a souvent tendance à lisser les icônes, à les figer dans un instant de bravoure. Mais le véritable militantisme de Marsha P. Johnson commence après Stonewall. Elle refuse de voir le mouvement naissant, de plus en plus blanc et bourgeois, exclure les personnes vulnérables. En 1970, aux côtés de sa fidèle amie et sœur d'armes, Sylvia Rivera, une femme trans latine, elle fonde le STAR. Il s'agit d'une organisation basée sur les principes de l'entraide et de l'intersectionnalité. Concrètement, Marsha et Sylvia louent un appartement délabré dans le Lower East Side pour en faire un refuge. Elles y accueillent, protègent et logent les jeunes personnes trans et les travailleuses du sexe qui dorment à la rue. Pour faire vivre cette famille de cœur, payer le loyer et remplir le frigo, elles ne reculent devant rien. Elles se prostituent au péril de leur vie ou fouillent les poubelles des marchés pour y glaner de la nourriture. Mais le STAR, c'est pas qu'un toit. C'est aussi un laboratoire politique. Marsha et Sylvia lient explicitement la libération trans à toutes les autres oppressions du système états-unien. Elles manifestent aux côtés du mouvement antiraciste, dénoncent la précarité extrême et hurlent leur opposition à la guerre du Vietnam. En somme, le STAR redonne de la dignité là où la société ne produit que du rejet. Le 6 juillet 1992, le corps de Marsha est retrouvé flottant dans le fleuve Hudson. Elle a 46 ans. La police boucle rapidement l'enquête. Il s'agirait d'un suicide. Personne n'y croit évidemment. Marsha était menacée et la violence contre les femmes trans racisées faisait et fait toujours rage. Il faudra attendre des décennies de mobilisation pour que l'affaire soit enfin réexaminée en tant que mort suspecte. La police a voulu classer son dossier, l'État a voulu l'effacer, mais on n'éteint pas une révolte. Marsha P. Johnson est partie dans l'indifférence d'une société qu'elle avait pourtant ébranlée. Et aujourd'hui, sa lumière éclaire encore nos luttes.